Bon, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement François Atto et Baptiste Doucet, sans lequel d'autres questions je dirais, d'accessibilité se seraient posées. On a Stéphane, eu longuement à batailler hier et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Donc, ma présentation. Donc oui, je me présente. Je m'appelle Stéphane Amato. Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulon, où je suis par ailleurs membre élu à la mission handicap et accessoirement, je suis aussi psychologue. Voilà. Ça, c'est pour situer un petit peu qui je suis et voilà. Je vais parler de ce que j'ai appelé la personne liminale, on y viendra plus tard, c'est la personne handicap en situation de handicap. Plus précisément, je dirais pourquoi je l'ai appelé, enfin ce n'est pas moi en fait, mais la personne liminale. Et entre le clavier et la chaise, alors ça, s'il y a des nerds ou des geeks, des informaticiens chevronnés, c'est un clin d'œil. C'est souvent on dit que quand il existe un problème informatique, ce n'est pas l'ordinateur qui est en jeu, c'est l'être humain en fait. C'est ce qu'il y a entre le clavier et la chaise. Voilà. C'était un petit clin d'œil. Donc je vais parler effectivement de personnes en situation de handicap dans des contextes d'accessibilité numérique. Pardon? Non, c'est bon. Donc, je voudrais commencer à parler puisque on peut dire que l'essor des différents dispositifs sociotechniques d'information et de communication, tels que les ordinateurs, ont été largement accompagnés et boostés par le web. Alors le web, il faut savoir que l'internet n'est pas le web, ne se réduit pas au web, même si aujourd'hui il prend une grande place. Ce web qui a été inventé conçu plutôt, parce que c'est jamais les personnes sont jamais seules, mais par Tim Berners-Lee, qui était alors ingénieur au CERN à Genève. Donc l'invention du web remonte à 90. C'est aussi le fondateur du World Wide Web Consortium, que l'on nomme aussi le W3C, dont on pourrait indiquer, signaler le slogan « Un seul web partout et pour tous ». Et là, on a déjà une définition pour Tim Berners-Lee et le W3C de ce que peut être l'accessibilité. Donc, oui, donc on voit déjà donc que Tim Berners-Lee pense l'accessibilité et dit qu'il y a une définition minimale qui dit que c'est l'idée de mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales. Donc, même si c'est une définition qui s'adresse plutôt à des informaticiens, on voit que l'idée d'handicap, puisqu'il y a l'idée d'aptitude physique ou mentale, est d'ores et déjà prise en compte. Excusez-moi. Je passe à la slide suivante, donc comme ça du coup. Voilà. Alors là, nous avons la page web du W3C qui nous parle de l'accessibilité, de comment rendre accessible un site web. Il y a 3 points, moi, qui ont retenu particulièrement mon attention lorsque j'ai consulté cette page, enfin ces pages, je dirais. Mais en fait, c'est la notion de contexte, et vous verrez pourquoi après, quand il s'agira de parler d'handicap. Mais je crois que il va y avoir des répétitions avec la conférence de ma collègue de tout à l'heure. Peut-être que je serai amené à dire des choses identiques, mais de façon différente. Donc, le poids du contexte, très important. Alors là, on voit l'accessibilité est importante pour les internautes, les entreprises, la société. Moi, j'aurais tendance à traduire ça par l'idée de stakeholders ou de façon plus simple de parties prenantes. On ne pense pas que à l'usager. C'est vraiment toute la chaîne, j'ai envie de dire, de production, de réflexion, etc., qui est à prendre en compte d'emblée. Et l'idée d'évaluation
des dispositifs. Alors, maintenant, 2 mots sur le handicap, ou plutôt les handicaps, parce qu'il n'y a pas un seul handicap qui ressemble... Enfin, non, il n'y a pas une seule personne en situation de handicap qui ressemble à une autre. Dans les années 80, il y avait un découpage qui était établi par l'OMS, et là, vous pouvez le voir à l'écran, donc, hein, et il y a, si vous voulez, un enchaînement, une déficience, donc physique, toute perte de substance ou altération d'une structure ou d'une fonction physiologique anatomique, une paralysie par exemple, qui va entraîner, là j'aurais pu mettre des flèches, parce que c'est un chaînage en fait, qui va entraîner une incapacité, donc toute réduction, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, oui. Et de cela va découler un désavantage, résultat d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, etc. Tout ça, pour vous, c'est inscrit. Mais ce qu'il est important de dire à ce stade-là et dans les années 80, c'est que nous étions dans un modèle, le paradigme était celui d'un modèle réadaptatif du handicap. On était dans la rééducation, on cherchait à modifier la personne handicapée pour qu'elle soit conforme avec ce qui était existant dans son environnement, dans son contexte. C'était le paradigme dominant de la classification de Woods de l'OMS de 1980. Là, j'espère que vous voyez bien mon schéma, mais je ne vais pas trop le commenter. De toute façon, j'ai le sentiment que ça a été, j'entendais mal, mais que ça a été dit tout à l'heure. En 2001, avancée extraordinaire et très importante. On passe d'un modèle réadaptatif qui implique donc des conceptions dispositionnelles, c'est-à-dire on parle de on dit soit un handicapé si on essentialise, ce qui n'est pas très souhaitable, personne handicapée, et on s'arrête là. Et lorsqu'on prend en compte les dimensions situationnelles, là, on en vient à parler de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que on va chercher à agir sur des facteurs environnementaux que vous voyez sur mon schéma. Bien sûr, on n'arrivera pas à gommer les facteurs personnels, mais pour que l'individu puisse mener à bien les activités qu'on lui souhaite vouloir faire. Voilà. Alors pourquoi j'ai parlé de personnes liminales? Parce que j'ai fait non pas un emprunt, mais à quelqu'un de fondamental quand on parle de handicap en anthropologie. Alors on est un peu loin de l'informatique, mais c'est très important, je pense, la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité, et de croiser un petit peu nos savoirs respectifs. Robert Murphy, c'est un anthropologue qui était chef du département d'anthropologie à l'université de Columbia. En 74, il s'est trouvé qu'il avait une maladie de la moelle épinière, ce qui l'a rendu progressivement extrêmement handicapé. Ce monsieur, il a écrit un livre fondateur qui s'appelle Vivre à corps perdu, où il explique, toujours avec sa focale d'anthropologue, ce que ça représente que d'être handicapé. Voilà. Et ce que j'ai écrit à l'écran, et que je vais quand même un tout petit peu relire, eh bien, en fin de compte, vous pourrez le retrouver dans de très nombreux textes. Souvent, on vous dira pas que c'est Robert Murphy. J'ai noté que c'était tellement entré dans les mœurs, entre guillemets, on ne cite pas souvent Robert Murphy, malheureusement. Et je suis heureux de le faire. Donc, lui, il dit, les handicapés à long terme ne sont ni malades, ni en bonne santé, ni morts, ni pleinement vivants, ni en dehors de la société, ni tout à fait à l'intérieur. Là, déjà, c'est important. Ils ne sont pas malades, car la maladie est une transition, soit vers la mort, soit vers la guérison. En fait, la maladie est un très bon exemple d'un état liminal
non religieux et non cérémoniel. Ça, j'y reviens dans la diapositive suivante. Le malade vit dans un état de suspension sociale jusqu'à qu'il aille mieux. Et là, ce qu'il ne dit pas, c'est que parfois, ça va pas mieux. Et souvent, ça va même pire. L'invalide, lui, passe sa vie dans un état analogue. Il n'est ni chat ni poisson par rapport à la société. Il vit dans un isolement partiel en tant qu'individu indéfini et ambigu. Alors, c'est extrêmement important parce que un individu indéfini et ambigu, ça pose la question de la communication, de l'altérité et je dirais de l'incommunication. De base, il faut envisager que l'on va avoir de gros problèmes pour arriver à obtenir une réelle communication avec une personne en situation de handicap. Je poursuis. Pourquoi sur la liminalité quand même un tout petit peu. En fait, Murphy, qui a lu abondamment Van Gennep en 1909, c'est un ouvrage fondamental sur les rites de passage. Alors, vous allez me dire, ça n'a pas trop de rapport, mais un petit peu quand même, parce que son idée de personne liminale, de liminarité, il le tire de là. Et donc, pour Van Gennep, la vie sociale, la vie est souvent parsemée de nombreux rites de passage. Et avec 3 temps, un temps où on est extrait d'un groupe social auquel on était habitué, un temps de liminarité, c'est celui donc que Murphy expose, qui est une situation d'entre-deux extrêmement inconfortable, où on est dans un état assez indéfini. On subit, alors là je ne vais pas développer ça, des rites d'inversion, etc. Enfin, c'est vraiment un état pas souhaitable. Et suit normalement dans les rites de passage l'incorporation à un groupe social donné, nouveau. Sauf que là, pour les personnes handicapées, oui, tous les sociologues, les anthropologues du handicap disent que considèrent les personnes handicapées en situation de handicap comme étant en situation de liminarité. Voilà. Alors maintenant, je vais juste, voilà, sans aller trop vite, non. Je vais juste présenter 2 cas qui, à mon sens, qui peuvent illustrer cette situation d'incommunication, d'incompréhension, qui, à mon sens, est à prendre d'emblée en compte lorsqu'il y a une situation de handicap. Situation 1. Alors, je ne vais pas vous dire où ça s'est produit, dans quelle université, c'est peut-être dans la mienne, peut-être une autre, mais comme il s'agit d'une situation assez sensible, je n'en dis pas plus. On va dire que nous sommes en université et quelques semaines après la rentrée, un étudiant qui avait été, qui paraît intégré, on lui donne, il a l'air un petit peu étrange, mais il arrive que d'autres étudiants apparaissent étranges. Et un jour, dans un certain cours, on lui demande de réaliser une tâche simple sur ordinateur. Et immédiatement, il en vient à se donner de grands coups de tête dans le mur jusqu'à se blesser. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu traumatisant. Ça crée déjà pour l'étudiant en question, qui a été évacué par les pompiers, et pour la classe, c'était lors d'un TD, pour l'enseignante, pour le département, pour tout le monde. Et fait étrange, avant de réaliser ce qui se passait, la personne qui était en charge de l'enseignement à ce moment-là a mis en cause l'ordinateur comme étant la source du problème. C'est pas du tout le cas, c'est un problème humain. Et en fait, vous savez que quand on s'inscrit à l'université, on se déclare lorsque l'on est en situation de handicap. Et là, cet étudiant-là n'avait pas communiqué son état et il n'avait pas été identifié comme une personne
malade d'un trouble neurodéveloppemental, donc d'un trouble du spectre autistique. C'est-à-dire qu'on avait demandé de réaliser une tâche un peu créative, et c'était pas de taper du code, ce qu'on demande souvent aux étudiants, et ça l'a totalement bloqué, et il en est venu à ce gros problème. Je voudrais montrer une autre situation dans un contexte tout autre, dans un contexte de communication gouvernementale. Là, est-ce qu'on la voit bien, la slide? Bon, j'ai pas de feedback, oui, mais on oui, va. tout à fait. Super. Je voudrais que vous regardiez le tweet en bas, le premier. C'est quand même le tweet du secrétariat d'État chargé du handicap du gouvernement précédent, Macron 1, on va dire. Alors, si vous le voyez, je vous laisse regarder un instant. Vous voyez que c'est une image qui explique plein de choses. Est-ce que tu peux la lire, Stéphane? Pardon? Pour les personnes les plus éloignées de l'écran, est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît? Oui, complètement. Je comptais le faire. Merci. Donc, c'est une image qui dit, c'est important l'idée d'image, je suis une personne aveugle, malvoyante, est-ce que j'ai la possibilité de sortir sans attestation de déplacement dérogatoire et sans me faire verbaliser? Oui. Alors, vous êtes exempté de présenter cette attestation lorsque vous sortez de votre domicile. Vous devez néanmoins présenter une carte d'invalidité ou un document justificatif de votre handicap. Si vous êtes accompagné d'un auxiliaire de vie à domicile, ce dernier devra disposer d'une dérogation professionnelle de déplacement. Et là, on est face à quelque chose d'assez hallucinant, parce que Twitter a une page qui dit vous voulez rendre vos tweets accessibles, c'est-à-dire pour des personnes malvoyantes, voilà comment il faut faire. Et le secrétariat d'État, quand même, il faut resituer le contexte, fait un tweet totalement inadapté. Il fait un tweet écrit pour des personnes qui ne voient pas l'écrit. Ça pose question, ça pose problème. Moi j'ai fait une petite réponse que vous voyez ci-dessus, ce qui montre que c'est un sujet qui me perturbe, qui me fait réfléchir. Alors, maintenant, on voit que je voulais présenter que 2 exemples. Je pourrais en présenter plein, mais il me semble assez révélateur pour me poser 3 questions. Alors, la première question est volontiers et volontairement provocatrice. C'est les personnes en charge de l'accessibilité seraient bêtes ou méchantes, le ou en français étant inclusif. Donc elles seraient bêtes et méchantes. Il y aurait un effet cumulatif. Bon, de toute évidence, c'est une hypothèse à exclure. Alors, ensuite, les personnes en charge de l'accessibilité seraient validistes. Au Québec, on dit plutôt volontiers capacitiste. Alors, le validisme, c'est un mot qui, en France, est en train d'émerger tout doucement, et c'est bien. Alors que c'est un mot qui existe depuis les années 80, qui a émergé avec des mouvements d'émancipation et de contestation en Angleterre notamment, de personnes en situation de handicap. Ça a été aux États-Unis, etc. Là, ça arrive en France. Il y a une littérature très abondante là-dessus. Je ne vais pas vous expliquer, c'est extrêmement complexe, mais c'est quand même cette idée que le monde est conçu par des personnes valides et même les dispositifs pour les personnes en situation de handicap ne sont pas pensés par des personnes en situation de handicap. On ne les implique pas, mais on leur impose, enfin le monde valide impose ses normes au monde, si tant est qu'il y en ait un, des personnes en situation de handicap. Voilà. Je crois que de ce côté-là, j'ai dit ce que je voulais dire. Je vous invite à lire Fiona Campbell si le sujet vous intéresse, parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une autre hypothèse. C'est
l'hypothèse du validisme, de toute façon, elle existe, mais elle est discutée de différentes façons. Il y a beaucoup de récupération idéologique. Peut-être qu'elles sont valides, peut-être pas. Et c'est important de le prendre en compte. Mon hypothèse à moi, c'est que nous serions tous atteints d'une forme de biais cognitif lié à un phénomène que le psychologue social Leyens a appelé l'infrahumanisation. Pour lui, à partir où nous avons conscience de constituer un nous, un groupe, on parle d'endogroupe, et qu'on voit des personnes arriver vers nous qui sont différentes, non consciemment, on les attribue à un exogroupe. Il y a nous et eux. Alors là, les eux, ça va être les personnes en situation de handicap. Et étrangement, c'est eux, quels qu'ils soient, hein, là on parle de handicap aujourd'hui, quels qu'ils soient, on va leur attribuer des caractéristiques moins humaines que nous. Moins humaines, donc moins intelligentes, moins ci, moins là. Alors parfois, on leur attribue quand même le fait d'être sympathique, mais ça s'arrête à peu près là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à penser, non pas avec eux, mais pour eux, et avec un regard très paternaliste, j'ai envie de dire. Puisque de toute façon, nous sommes supérieurs à eux, si on se place de ce point de vue. Donc, de cela découle une proposition, c'est-à-dire retrouver le sens de l'humain avant celui du solutionnisme technologique. Là, j'emprunte la formule de Yevgeny Morozov, qui a écrit un livre vraiment très bien, qui s'appelle, j'ai le titre en anglais, en français, To Save Everything, Take Care. Voilà, vous le trouverez si ça vous intéresse. Mais le solutionnisme technologique, c'est cette idée de, à chaque problème, il y a une solution, elle est technique, et on la donne, comme ça. On donne un étudiant à dyspraxique et dysorthographique, on lui donne un ordinateur avec un logiciel et on l'accompagne pas. Donc, ce que j'en sors, moi, c'est l'idée de dénaturaliser le handicap. Ce que j'entends par là, c'est que le handicap, c'est quelque chose qui est aussi très largement construit de façon culturelle, de façon sociale et de façon politique. Donc, il faut bien avoir ça en tête et en compte. D'autres situations, d'autres types de personnes aussi relèveraient de cette idée de dénaturalisation. Mais donc déjà prendre en compte que les personnes en situation de handicap il faut les dénaturaliser. Ensuite, humaniser les médiations. Offrir une solution technique aussi aboutie soit-elle n'est pas suffisant. Moi, je connais une philosophe qui vient de sortir un livre d'ailleurs, préfacé par André Comte-Sponville, on échange souvent, et elle, sans des interactions très fréquentes avec des êtres humains, elle ne peut pas convenablement se servir des aides techniques qui lui sont fournies. Voilà. Et enfin, très important, en amont de toute chose, former toutes les parties prenantes. Si on prend l'université en ligne de compte, tenir au courant, mais aussi former les étudiants, les enseignants, tout le monde, tous les personnels à ce que c'est que le handicap. Avant de penser à la technique, avant de penser au solutionnisme technologique, la technologie, c'est fabuleux ce qu'elle permet de faire. Vous voyez, moi, je suis chez moi à Toulon aujourd'hui, elle me permet de vous parler. Il faut pas dire la technologie c'est très bien, mais en fait c'est pas suffisant et ça nécessite d'impliquer toutes les parties prenantes. Voilà. Et il ne me reste qu'à vous remercier, même si je regrette de ne pas vous voir. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Alors, bonjour. Votre présentation est intéressante parce que elle évoque deux aspects.
l'aspect de l'infra-humanisation, et la dimension de pathologisation du handicap. Par exemple, dans beaucoup d'études scientifiques, on oppose un groupe de personnes handicapées avec un groupe de contrôle qu'on appelle, à mon avis un peu maladroitement, des personnes en bonne santé. Ça sous-entendrait que les personnes en situation de handicap sont systématiquement en mauvaise santé. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a là une piste de lutte contre l'infra-humanisation, d'essayer de dépathologiser le handicap? Alors, la question de l'infra-humanisation, le problème, c'est que c'est comme les stéréotypes, c'est un phénomène non conscient. Ça, c'est très très étudié par les psychologues. Et c'est extrêmement compliqué de lutter. On croise quelqu'un dans la rue, on le voit handicapé, paf, souvent, on va le tutoyer, alors que c'est notre égal, et on va le tutoyer, on va l'infra-humaniser. Et on a beau faire beaucoup de formations, c'est extrêmement difficile. Il y a des études qui le montrent, hein. Je pense à Patrick Charninski, par exemple, psychosociologue, qui fait ça beaucoup. Et c'est difficile. Vous avez parlé, en revanche, qu'il est possible de faire. Effectivement, une personne en situation de handicap n'est pas nécessairement malade. Donc, il faut bien distinguer les deux aspects. Enfin, mais à l'inverse, une personne en situation de handicap, comment dire, son handicap ne peut être que un train peut en cacher un autre. Si vous voulez, mettons une personne en fauteuil roulant qui sera lésée médulaire, pourra avoir toute une série de surhandicaps et de pathologies qu'elle, peut-être un petit peu honteusement, elle n'osera pas déclarer. Ça aussi, il faut le savoir malgré tout. Et ça se dit, ça se transmet. Et moi, je trouve qu'il y a énormément de lacunes en termes de formation des personnels, de tous les personnels universitaires à ce niveau-là. Est-ce que je réponds à peu près à votre question? Oui, merci. Merci.